bien, sans transition, et puisqu'on essaie de rattraper le temps perdu par la panne, on va démarrer cette séquence Data Day qui est organisée avec Equitia et Anity. Je laisse la parole à Bertrand Montubert. Merci. Bonjour à toutes et à tous, très heureux en tant que président d'Equitia d'ouvrir ce Data Day. C'est la 4e fois, je crois, qu'on est partenaire sur cette opération évidemment importante. Tout à l'heure, dans la keynote, Catherine Gessin a bien dit on n'arrête pas de parler d'IA, mais il ne faut pas oublier qu'à la base de l'IA, il y a de la data. Si on n'a pas de la data de qualité, si on n'arrive pas à accéder de la data, eh bien, on n'y arrive pas. Et c'est évidemment une des raisons d'être d'Equitia, association de plus de 60 membres, qui travaille à l'élaboration d'un espace de confiance pour le partage de la donnée. Ce Data Day, il va évidemment mobiliser des tas de dimensions aujourd'hui. D'abord, sur l'IA générative dans un instant. Je vais être extrêmement bref parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et bravo aux équipes techniques d'ailleurs d'avoir réussi à rebondir dans des conditions hyper difficiles. On pourrait même les applaudir, je pense. Voilà, merci. Donc on va parler d'éthique et d'IA générative, on va parler des espaces communs de données, on va même parler du progrès ce soir, innovation, progrès. Voilà, donc une journée, je pense, qui va tous et toutes nous enrichir. Et comme on m'a dit, tu as 1 minute, je pense que j'ai déjà débordé, donc je m'arrête là. Donc bonjour à tous, donc Jérôme Béranger, donc moi je suis le CEO de la société Goodalgo, spécialisée dans tout ce qui est l'IA, la data science et notamment l'accompagnement et l'évaluation éthique autour des projets digitaux au sein des entreprises. Donc je suis ravi d'être présent parmi vous. On m'a mandaté pour animer du coup une table ronde sur la data et l'IA générative souveraine et en quoi elle pourrait être éthique et comment on peut l'intégrer au sein des organisations. Et donc, du coup, je fais venir sur la table, à la table ronde, mes différents participants, donc, qui sont Monsieur Jasper, Madame Fieux-Castagnier, Antea Séraphin, Manu Reynaud et Bertrand Lamour, afin qu'on puisse discuter, échanger sur ces différents sujets. C'est vrai que c'est un sujet qui est hautement d'actualité, notamment avec l'émergence depuis mai 2023 de ChatGPT 3.0. Et on le voit aussi que par rapport aux différentes conférences qui a eu lieu depuis toute la semaine, l'IA, notamment l'IA générative et la data, sont au centre de beaucoup de débats, même si ce n'était pas le sujet à prime abord. Et au fur et à mesure, on le voit qu'on revient toujours un peu à la même chose. Donc pour commencer, je demande à chacun des participants s'il peut se présenter en quelques minutes ou plutôt mots et par rapport à leurs fonctions et à leurs différentes organisations. Vous verrez, c'est des participants qui sont tous de formation et notamment d'écosystèmes différents. Et ils vont apporter chacun leur expérience et leur point de vue sur la data et l'IA générative au sein de l'écosystème lequel ils travaillent. Donc, allez-y, s'il vous plaît, Monsieur Jasper. Jean-Martin Jasper, je suis haut fonctionnaire, donc préfet. Et en matière d'intelligence artificielle, une dizaine d'années de travaux, d'études, de recherche, 3 livres sur l'IA. Et en IA générative, comme tout le monde, assez jeune, puisque les premiers tests ont été faits en novembre et décembre l'année dernière. Les premières formations délivrées au mois de janvier. Bertrand Lamour, je suis le directeur des opérations de Prism.ai. On est un éditeur de technologie sur des sujets d'industrialisation de projets digitaux et notamment liés à de l'intelligence artificielle générative. Et voilà, je suis passionné de projets informatiques et aussi des complexités que ça engendre dans un certain nombre de grands comptes pour passer de j'ai un besoin à je réaligne tout le monde et la mise en production derrière d'une innovation. C'est un gap assez important et parfois infranchissable. Et donc, effectivement, notre mission, c'est d'aider les organisations à délivrer de la valeur vite avec des logiques de mise en production en garantissant ce qui est sécurité, gouvernance et notamment sur des sujets d'IA générative, d'industrialisation de leur passage à l'échelle. Bonjour à tous, Antea Séraphin. Donc moi, je travaille au sein de l'association Equitia où j'occupe le poste de référente en éthique des usages des données et de l'IA. Et j'ai eu avant ça une formation de juriste spécialisée en droit de l'Union européenne et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux éthiques soulevés par le numérique. Voilà.
Manu Reynaud, je suis adjoint maire de Montpellier et délégué au numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Alors, je suis passionné de tech. Mon casque, c'est uniquement pour ne pas le perdre. Je l'explique et ne pas le perdre. Et je vais vous expliquer un peu, parce que c'est ça un peu, Jérôme, sur lequel on avait convenu d'intervenir, comment on en vient d'une métropole qui interdit ChatGPT pour l'usage de ses agents à vouloir devenir une des capitales de l'IA en France et en Europe. Il n'y a pas de contradiction, en fait. C'est l'objet de l'explication après. Ah, pardon. Bonjour à tous, Geneviève Castagnier, donc je suis déontologue à la direction de l'éthique groupe SNCF et je suis également Digital Ethics Officer, c'est-à-dire en charge de l'évaluation des projets numériques sur le plan éthique. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé maintenant depuis plusieurs années, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et je suis avocate, enfin je suis une ancienne avocate et j'ai occupé de nombreuses fonctions juridiques, donc également un profil juridique. Donc merci pour cette présentation. Peut-être la première question qu'on peut se poser, parce qu'on voit bien vraiment depuis quelques mois, il y a un engouement, une envolée autour de l'IA générative. Bon, la data, ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on voit qu'il faut la valoriser, etc. Et les deux sont interreliés finalement. Mais c'est une question un peu plus générale. Peut-être M. Lamour pourra y répondre en premier, puis après les autres peuvent répondre, rebondir dessus. C'est se dire en fait, selon vous, en quoi l'IA générative est singulière par rapport aux IA précédentes, entre guillemets, même si ça fait plus d'une trentaine d'années que la technologie apparaît et s'est déjà développée, peut-être dans les usages, je ne sais pas. Donc dites-moi, selon vous, votre ressenti terrain, en quoi vraiment il y a eu un avant, un après, je ne sais pas, mais comment il y a eu cette adhésion et ce développement assez fort? Après, les projets d'IA, déjà, ça existe depuis longtemps, c'est valorisé dans l'entreprise, mais c'est souvent quelque chose qui est difficile de toucher du doigt. Quand on parle à l'utilisateur final d'un projet d'IA, c'est beaucoup de discussions de technophile à technophile, et ça demande énormément de sujets en interne avant d'accoucher de projets qui sont lourds et complexes. L'IA générative, quand ChatGPT est arrivé, tout le monde a pu le tester, et tout le monde a pu toucher du doigt tout de suite que c'était quelque chose qui allait changer radicalement les choses, parce qu'encore une fois, on peut tout de suite jouer avec l'outil. Et donc ça a quand même changé beaucoup de choses parce que de tout en bas d'une organisation jusqu'à très haut dans l'organisation, tout le monde a été aligné sur il y a du potentiel et ça va changer radicalement la manière dont on pense nos métiers et qu'on fait nos métiers. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est vraiment une innovation qui est verticale sur l'ensemble des chaînes hiérarchiques, tout le monde est impliqué. Et c'est aussi une innovation qui est totalement transversale. Et c'est en ça quelque chose qui est radical, parce que toutes les fonctions d'une organisation sont concernées, et donc il n'y a personne qui passe à côté. Donc c'est quelque chose qui va radicalement changer la manière dont on travaille, dont on pense notre manière de travailler, etc. Et ça, effectivement, ça en fait une rupture assez fondamentale sur la capacité des organisations, mais aussi des collectivités, à créer de la valeur, à capter de la valeur. Et donc, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu timide, qui est de dire, finalement, il faut d'abord qu'on pense, évidemment, l'IA avant de faire quoi que ce soit. Et évidemment, penser l'IA, la sécurité des données, les sujets de gouvernance, c'est une nécessité, c'est une condition du passage à l'échelle. Par contre, si on décide de ne pas agir, d'autres agiront à notre place. Et donc là, il y a une question effectivement de capacité à se mettre en mouvement, à tester et de ne pas se limiter à de l'innovation pour de l'innovation, mais d'aller vraiment développer des cas d'usage. Et je crois qu'on a des exemples qui seront démontrés plus tard d'implication, de création de valeur, de déploiement. Et en ça, effectivement, c'est quelque chose qui révolutionne énormément par rapport à des sujets d'IA traditionnels. Oui, parce que c'est immédiat, c'est viral. Donc, janvier, les premiers discours, notamment à la DG Connect ou dans les directions générales de l'Union européenne, sont faits avec ChatGPT, donc par test. Ministère de l'Intérieur, donc j'anime la première formation dans le comité de direction avec le secrétaire général et une vingtaine de directeurs. Et là aussi, c'est tellement saisissant d'écrire des lettres de manière automatisée, de faire des requêtes contre l'État, par exemple, de montrer comment un citoyen peut faire un mémoire à une vitesse incroyable pour un vol de quelque chose. On a choisi un exemple d'un vol de bagages dans la gare du Nord, et la personne écrit au préfet, et il engage un mémoire quasiment juridique immédiatement pour mettre en cause l'État. Donc ça va être un choc pour les juristes de notre côté. Donc soit on répond avec des systèmes automatiques, soit il y a problème. Bien entendu, les discours. ChatGPT révolutionnait le métier de sous-préfet. C'est sous-préfet qui ne connaît pas un sujet et qui doit faire un discours. Bien entendu, il va prendre sa pré-maquette et ensuite il va l'adapter, il va la rendre localement possible.
Et puis, il y a des grandes questions. Est-ce qu'on met nos propres données dans ChatGPT? Donc, une grande question. Ou est-ce qu'on alimente ChatGPT, qui a un énorme avantage, c'est que le français a été dès le départ l'une des deux langues. Son concurrent, Bart, ils font du coréen et ils font de l'anglais, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'une grande puissance dans le monde, c'est toute la francophonie, alors qu'on a eu des millions d'euros qui ont travaillé pour le français et la francophonie. Et bien entendu, dans la relation avec l'Afrique, existe l'Afrique et d'autres pays du monde, et chez nous aussi, il va y avoir un énorme choc de sécurité. Vous avez reçu souvent des messages où les gens allaient capter vos données, votre identité, vous écrivez un truc, vous arrivez à peu près à reconnaître que ce n'était pas tout à fait des lettrés que vous écrivez. Demain, les organisations criminelles vont pouvoir utiliser massivement ChatGPT pour écrire un français impeccable, avec la même orthographe que l'URSSAF, qu'une préfecture ou qu'une mairie. Voilà. Et donc là aussi, ChatGPT va être utilisé par des organisations. Donc il y a du positif, mais il y aura aussi, bien entendu, des négatifs, parce que quand on permet à des illettrés d'écrire un français administratif parfait, pour essayer de vous soutirer soit de l'affection. Il y a des lettres d'amour qui s'écriront demain avec ChatGPT, et derrière ça, il y a un visage que vous n'allez jamais découvrir, puisqu'il va falloir envoyer votre compte bancaire à un moment donné pour aider cette personne dont vous allez tomber amoureux, parce qu'il vous aura fait les plus belles lettres du monde. Voilà, les cas d'usage vont être multiples. La majorité sera positive, mais on aura aussi un énorme impact sur les organisations criminelles par ChatGPT, et là, on n'est pas prêt pour l'instant à traiter tout ça. Oui, j'aimerais juste rappeler que OpenAI avait l'ambition d'avoir une intelligence artificielle générale, et que pour moi, la caractéristique de ChatGPT, c'est vraiment, enfin de l'IA générative, c'est qu'elle se dit être en capacité de répondre à toute question que vous lui posez. Et avec toutes les problématiques liées à l'exactitude des informations qui sont données, qui vont poser d'énormes enjeux éthiques que sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça la caractéristique, c'est-à-dire qu'en plus, elle dialogue en langage naturel, elle vous parle comme un langage qui semble être un langage d'expert. Vous pouvez communiquer, dialoguer extrêmement facilement avec elle. Elle a même de l'empathie quelque part. Elle peut vous donner des conseils. Donc en fait, ça génère des problématiques éthiques extrêmement importantes. Pardon. Peut-être pour compléter aussi, pour aller dans le même sens, en fait, au-delà des organisations, ce qui a changé, c'est aussi que le grand public, en fait, s'en est saisi. Et aujourd'hui, tout le monde se fait une idée un peu plus précise de ce que peut être l'intelligence artificielle. Et au-delà des enjeux éthiques que ça peut poser dans le domaine professionnel, ça en pose aussi sur l'organisation sociale, sur la vie privée des personnes, sur notre libre arbitre. Et donc, en fait, les enjeux éthiques sont passés un peu à une autre échelle, je trouve, qu'avec l'intelligence artificielle qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était un peu réservée quand même aux experts. Et voilà. Oui, enfin, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on le voit bien. Ce qui fait l'engouement, c'est qu'on dépasse largement la sphère du professionnel pour aussi le privé. Et c'est l'accessibilité à une valeur. Moi, je pense qu'on ne parle plus d'un saut technologique, parce que la technologie, elle existait depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. C'est juste un aliment de planète de maturité de technologie, de sommation, qui fait que maintenant, la puissance de calcul est telle et la base de données est tellement colossale qu'on a réussi, enfin, en tout cas, ils ont réussi à créer de la valeur d'usage. Donc, c'est plutôt peut-être un saut d'usage technologique que de technologie à part entière. Juste pour information, il y a quelques jours, Microsoft, OpenAI, vient d'annoncer officiellement que ChatGPT 4.0 ne fait pas que lire et écrire, mais maintenant, il peut en plus voir, entendre et parler. C'est-à-dire qu'ils ont fait des multimodalités en y intégrant des reconnaissances d'images et vocales, donc de sons, qui fait que maintenant, on est encore plus dans l'interactivité. Et comme l'a très bien dit Geneviève, c'est que en plus de ça, vous voyez bien que finalement, c'est peut-être l'analyse critique qu'il va falloir aussi, pas tout prendre comme argent comptant, mais de se dire que finalement, et il y a tout un grand effort, mais et une importance sur la sensibilisation et la formation et la culturation, mais ça, on en parlera justement après, sur les utilisateurs, parce que les utilisateurs, maintenant, pour la première fois, la personne lambda, moi je vois, j'ai même, que ce soit des enfants ou même des personnes assez âgées, qui assez vite finalement peuvent avoir accès à de l'IA, et ils peuvent mettre
du pragmatique dans ce que c'est l'IA. Donc ça, c'est sûr. Donc ça me fait penser à une question qui vient assez naturellement. On a dit, finalement, c'est quoi les enjeux et les risques éthiques autour de cette IA générative, et en quoi, finalement, c'est comme chaque technologie qui est impactante, il y en a qui vont être très fascinés, passionnés, admiratifs, bluffés, parce que sur la forme, on a l'impression quasiment qu'on parle avec quelqu'un qui est peut-être même plus cultivé, voire plus intelligent que nous, au fond, la façon de manipuler le langage, et d'un côté, les inquiétudes, que ce soit professionnelles ou personnelles. Oui, alors j'ai commencé à l'aborder. Le premier enjeu éthique, c'est le rapport à la vérité. C'est-à-dire que nous, on l'a testé évidemment, et ça a été assez amusant parce qu'on l'a testé sur ChatGPT, sur les noms des présidents de la SNCF. Donc on lui a dit, donne-nous les noms des présidents de la SNCF. Et donc le nom du président gallois est sorti, c'est un réel président de la SNCF, très connu. Et on lui a dit, non, Louis Gallois n'a jamais été président de la SNCF. Et elle nous a répondu, ah oui, effectivement, désolé, merci pour cette confirmation. Et ensuite, la personne qui a interrogé lui a dit, mais moi, j'ai été présidente de la SNCF. Donc, par exemple, moi, Geneviève Cassanier, j'ai été présidente de la SNCF. Et ChatGPT a répondu, ah oui, bien sûr, excusez-nous, oui, merci pour cette réponse. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, les données, enfin, les réponses qui vont être fournies ne sont pas toujours exactes. Ce qui veut dire qu'il va falloir derrière les vérifier. Ce qui veut dire que pour vraiment utiliser ChatGPT, il faut avoir des compétences. Je pense aux juristes, par exemple. Les juristes dans les cabinets d'avocats qui sont en train de les tester, eh bien, ce sont des experts qui testent et qui vérifient ensuite l'exactitude. Donc, ça veut dire que derrière, ça peut fonctionner si vous avez ce champ de compétences, mais si vous le perdez, notamment dans le cadre de la scolarité, parce que vous avez eu l'habitude de ne pas acquérir vos savoirs, mais d'utiliser ChatGPT ou l'IA générative constamment, vous n'allez plus pouvoir exercer votre esprit critique. Donc ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Après, dans les entreprises, ce qui est très important, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le fait de ne pas mettre d'informations confidentielles sur ChatGPT. On a le cas de Samsung qui a perdu un plan stratégique comme ça, et si les gens ne sont pas formés, ils ont tendance à utiliser des données stratégiques confidentielles, par exemple de l'entreprise, pour avoir des tableaux, etc., des résumés. Donc c'est extrêmement dangereux sur ce plan-là, et il y a toute la problématique du droit d'auteur. Autre enjeu très important, je l'ai déjà évoqué, c'est la perte de compétences. Perte de compétences dans les entreprises, mais au niveau des collèges, des écoles, etc. Donc attention à l'utilisation. Il faut vraiment, ChatGPT, et toute l'IA générative, c'est en complément d'eux, en fait, mais ça ne peut pas remplacer le savoir, parce que de toute façon, ça fait des corrélations statistiques, mais il n'y a pas de raisonnement derrière. Donc, on a parlé, il y a plein de cas d'hallucination qui ont été relevés, c'est-à-dire de réponses complètement hallucinantes. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Donc, pour l'apprentissage des jeunes, il est vraiment important de garder la possibilité de leur apprendre à raisonner et avoir leur esprit critique. Voilà. Donc, ensuite, j'ai évoqué le fait que ça parle en langage naturel, ça crée de l'empathie, ça peut vous donner des conseils. En plus, ça utilise, et il y a un rapport extrêmement intéressant du Comité national pilote d'éthique du numérique qui vient de sortir là-dessus, il y a l'avis numéro 7, et qui montre très bien tous les enjeux en matière politique, sociologique, de manipulation qui peuvent être faits avec ce type d'IA générative, et qui fait des recommandations. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Bertrand ? Ouais, pour rebondir là-dessus, en fait, pour moi, il y a un cadre d'usage de l'IA générative et du LLM. Là, on parle de l'usage d'OpenAI, ouvert à tous, sur de la base de données publiques, etc. Maintenant, quand on parle de LLM, le LLM, il y en a plein. ChatGPT, c'en est un, il y a plusieurs versions, il y a des LLM open source, il y a Google, etc. Donc l'enjeu, et notamment dans des organisations, des collectivités ou des entreprises, c'est de créer des bases de données qui sont internes, comme le disait la dame d'Airbus juste avant, la DSI. En fait, on va fournir des bases de gestion de connaissances qui sont internes,
Ensuite, on va déployer une version, en l'occurrence, c'est Google, mais vous avez des instances par Microsoft d'OpenAI qui sont instanciées chez vous, sur vos serveurs chez vous, avec des contrats qui garantissent que l'information ne sort pas. Et donc, effectivement, dans la question de comment on s'approprie la technologie, le cas d'usage de ChatGPT en ligne, pour moi, il est évidemment énorme en termes d'usage global, mais il n'est pas du tout, et c'est pour ça je pense que ça a été interdit au sein de Montpellier, c'est juste on ne donne pas d'informations quand on ne sait pas où l'information va. Donc il y a aussi un cadre de mise en œuvre pour garantir la gouvernance et la sécurité des données. Et ça, aujourd'hui, c'est possible de le garantir. Et ensuite, il y a le choix de dire quel modèle on va utiliser. Il y a des entreprises, on travaille avec BPCE. BPCE ne souhaite pas utiliser aujourd'hui d'instanciation Microsoft Azure d'OpenAI, même s'il y a un contrat qui garantit que la sécurité est chez eux. Et ils font le choix d'avoir sur un serveur non connecté à Internet, avec leur batterie de connaissances, en l'occurrence, ça doit être du Llama 2 qu'on a mis, c'est un LLM open source, et là l'information elle est chez eux, elle ne bouge pas, rien ne s'y connecte, c'est hyper sécurisé. Donc encore une fois, la capacité de garantir aussi une information dépend de l'information qu'on lui donne. Et il y a tout le prompt engineering et de savoir le degré d'hallucination ou de créativité que doit avoir le chatbot qui permet de cadrer les choses. Donc encore une fois, l'usage qu'on en a sur Internet en s'y connectant à la version gratuite ou payante de ChatGPT en ligne, pour moi, elle est importante parce que c'est ça qui a un impact sociétal. Par contre, au point de vue d'une organisation ou d'une collectivité, la question ne se pose pas parce qu'en fait, si l'entreprise prend à cœur de donner justement un ChatGPT-like, on va dire, sécurisé, et ben les gens ils vont multiplier les cas d'usage dans un environnement qui est sécurisé, qui est scalable et qui va être générateur de valeur sans mettre à risque les données qui sont exploitées. Jean-Martin ? Oui, donc, le ministère de l'Intérieur, ce débat s'est posé, mais en tout petit comité, entre avril et mars. Donc, et on est plutôt sur cette ligne de Montpellier. C'est-à-dire c'est pour l'instant un peu trop dangereux, sauf dans le domaine de la formation. D'abord parce que ChatGPT ment. C'est capable de vous donner des conseils incroyables, mais bon, c'est parfois tout à fait n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que si jamais on disait utiliser ceci, il y aurait nécessairement sur 550 000 collaborateurs ou 300 000 dans les forces de sécurité, certains qui vont prendre des données personnelles des citoyens, vont intégrer un projet de réponse à l'intérieur, et bien entendu, vos données partent quelque part dans le monde, surtout si vous utilisez une version gratuite. Il y a un élément dont on a parlé, c'est le prix. Dès que vous commencez à payer avec votre carte bleue, ce qu'on a fait bien entendu, parce qu'il n'y avait aucun système d'achat de ChatGPT, on a utilisé nos cartes bleues personnelles, vos tokens, ils filent en une journée, quoi. Vous mettez quelques dizaines d'euros dessus. L'utilisation de la version professionnelle est loin d'être gratuite. Et donc, il y a un mot qu'on doit prononcer, c'est Mistral. Puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui mis 105 millions d'euros dans une entreprise française, LLM français, Mistral, beaucoup cité par le président de la République dans Vivatech. Et donc, il faut prendre ChatGPT pour ce que c'est. C'est des pionniers, quelques dizaines, centaines de millions d'euros. Maintenant, l'arrivée de 10 milliards. Donc tout ça, ça va créer un monde complètement nouveau dans lequel on a un avantage, c'est que sans payer, on peut commencer à jouer avec. On peut commencer à se former. Donc je dirais que c'est d'abord un outil de formation, ChatGPT aujourd'hui. C'est un leader. Il mérite notre hommage parce qu'il a utilisé le français. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'on peut l'utiliser immédiatement dans les missions d'acculturation. Mais la vraie question, c'est où sont les LLM du service public ? Qu'est-ce qu'on va développer ? Collectivités locales, État, administration, pour les 6 millions d'agents publics qui existent dans notre pays, qui travaillent là-dessus, qui ont leur langage, leur vocabulaire et qui ont besoin de règles éthiques extrêmement strictes et précises, puisqu'on a une législation qui, sinon, va taper sur les doigts de ceux qui vont se brûler les ailes dans ChatGPT. Deuxième grande question, c'est est-ce qu'on a une stratégie nationale sur les LLM ? Je crois qu'on l'a. J'ai écouté le président de la République à Vivatech dans un des plus grands discours tech qu'il a pu faire. Et dans ce domaine, c'est un signal. Mais il avait préparé ceci par la rencontre des acteurs de l'industrie, par la rencontre des acteurs de l'éthique. Il avait passé quelques jours, en tout cas avant, à faire remonter toute l'information. Donc ensuite, la grande question aussi, c'est est-ce qu'on l'utilisera massivement dans la formation et l'éducation, et moi je plaide pour. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des risques, bien entendu, il y a des problèmes éthiques, mais l'IA a changé des dimensions en 2023. C'est l'histoire de l'humanité qui a été changée par ChatGPT, non pas uniquement à cause de ChatGPT, mais à cause aussi des milliards d'euros qui vont s'injecter et qui vont inventer des choses formidables.
avec heureusement des entités prudentes comme Montpellier, qui ont été une des premières à montrer qu'ils vont de l'avant, mais ils font attention. Et votre message a été bien identifié au niveau national, et je crois qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, en tout cas, l'IA générative sans des règles extrêmement précises, et qu'il faut inventer parce qu'elles ne sont pas écrites, et on n'en parlait pas il y a 2 ans. Peut-être, Antea, avant, si tu peux nous compléter en fait la réponse, que c'est vrai qu'avec ton association Equitia, qui est spécialisée dans tout ce qui est l'accompagnement justement éthique de la data et aussi donc des IA, d'avoir ta vision terrain, des enjeux, des risques qui reviennent un peu du terrain, des acteurs, des utilisateurs, ce serait intéressant de l'avoir. Oui, alors peut-être avant compléter sur les enjeux éthiques de l'IA générative, parce qu'il me semble que le rapport du comité dont parlait Geneviève, il se centre justement sur les IA génératives de texte. Mais il y a aussi les IA génératives d'images qui posent aussi des enjeux, parce qu'il y a ce potentiel de manipulation en fait, derrière, de désinformation, de là aussi en fait avoir du mal à distinguer un contenu qui est créé par un humain et un contenu qui est créé, qui est généré à partir d'un apprentissage sur des données, ce qui peut poser des questions en termes de responsabilité, ce qui pose aussi des questions juridiques en termes de respect des droits de propriété intellectuelle qui peuvent exister sur les données. Donc il y a aussi cette dimension qui était intéressante, je trouvais. Et commun aux 2 autres, il y a aussi l'enjeu environnemental du fait que ça nécessite des puissances de calcul énormes pour pouvoir maintenir ces systèmes dans le temps et maintenir leur performance. Et donc au niveau des enjeux terrain, mais je pense que Manu pourra en parler aussi, on voit en fait aussi, surtout au niveau des collectivités territoriales, les enjeux qui sont devenus aussi un peu plus pressants. Et voilà, je vais peut-être le laisser développer. Ouais, je crois que Geneviève avait demandé avant, mais après Manu, tu nous expliqueras justement l'expérience terrain sur Montpellier et tout ce que vous avez fait depuis l'annonce que vous avez dit, voilà, il faut interdire pour les administrés ChatGPT, en sachant juste que, voilà, comme l'a très bien dit Antea, on parle de beaucoup de ChatGPT parce que c'est la grosse marque et c'est d'un LLM, etc. Mais il y a aussi des IA génératives d'images, de sons, qui sont aussi très impactantes. Et l'adage qu'on disait « je ne crois ce que je vois », c'est plus d'actualité en fait. Et donc du coup, c'est vrai que oui, ça impacte, je ne sais pas si c'est au niveau de l'humanité, mais en tout cas, c'est vrai qu'il va falloir se réinventer et des nouveaux rapports humains à faire, soit professionnellement, individuellement, collectivement. Et donc voilà, donc Geneviève, allez-y. Oui, donc je voulais juste rebondir sur le fait d'utiliser l'IA générative pour l'éducation. Je crois que ce qui est en cause, ce n'est pas la technologie, c'est vraiment les usages que l'on en fait. Et il faut réfléchir à l'utilisation cas d'usage par cas d'usage. C'est vraiment comme ça que nous, on avance au sein de la SNCF. Donc on ne rejette jamais en bloc une technologie. On essaie de réfléchir à des usages et on voit les enjeux éthiques, usage par usage. Donc pour l'éducation, oui, mais pour quel usage, comment la cadrer, voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. Donc Manu, si tu peux nous faire un peu nous décrire tout ce qui est l'expérience de Montpellier justement sur ce sujet-là. Oui, absolument. La démarche, elle est très très simple. En fait, moi, il se trouve que j'ai d'autres délégations, notamment aux mobilités, notamment au stationnement payant sur voirie. Je vous assure que c'est passionnant et justement, on peut utiliser ce type de technologie. En fait, c'est tout simple. La réponse, c'est pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on n'est pas dans Second Life. Je vous le dis clairement. C'est-à-dire que, pour trouver un exemple très précis, quand vous devez implanter un feu rouge dans une rue, c'est 2 études d'impact, je ne vous dis pas la concertation, je ne vous dis pas la réglementation. Et alors, si par hasard, alors Montpellier, vous savez qu'on a tramway gratuit très bientôt, j'en profite pour faire la promotion, si par hasard ce feu se trouve à un carrefour de tramway, alors là on est perdu parce qu'il faut une autorisation du ministère. Et je vous dis ça, pourquoi ? Parce que là on arrive avec une techno qui est mise à l'usage de toutes et de tous, sans précaution, sans CGU. Je vous rappelle que quand vous utilisez n'importe quel logiciel américain, en général, vous acceptez les conditions de la Pléiade en CGU, là il n'y en a même pas. Et c'est quelque chose qui, en termes de légalité, fait débat sur la propriété intellectuelle, sur tout un ensemble de choses, sur la confidentialité des données. Donc ça pose des problèmes. Donc vous êtes une administration, normalement vous n'autorisez pas ça. D'abord on fait des études sur savoir quel type de logiciel on peut utiliser. Et en plus, comme vous l'avez dit, tous, parce qu'il y a une petite défiance vis-à-vis de ces solutions, c'est que ça peut raconter n'importe quoi.
Donc on se retrouve quand même avec des situations, si on les réimpacte au monde réel, c'est pour ça que je vous parlais de Second Life, où en fait on ne peut pas accepter ce genre de choses. D'ailleurs, visiblement 82% des grandes entreprises l'ont interdit d'une façon ou d'une autre, il y a façon de le dire, mais les notes de service, elles existent pareil. Nous, ce qu'on a fait, c'est le mettre dans le débat public pour poser des questions. Parce que quand on vient de Montpellier, même si on a des prétentions européennes et beaucoup de prétentions, parce qu'on veut se positionner sur une carte et compter dans la réflexion, notamment sur l'IA, au regard de nos labos de recherche, tout ce qu'il peut y avoir au niveau des entreprises, il y a quand même, on parle d'où on parle. Alors aller parler de difficultés avec l'humanité, de liberté publique, c'est un peu compliqué, si vous voulez, dont on parle. Mais je vous rappelle quand même, pour repositionner les choses par rapport à ça, par rapport à la technologie, je rebondis sur ce que disait Jean-Martin, quand on fait un groupe de travail au G7 sur l'IA générative, ça doit interroger. A priori, le G7 ne fait pas de réflexion sur la dernière version de Word. C'est pas un assistant vocal. Siri n'a jamais été mis à l'ordre du jour du G7. Bon, principalement parce que ça sert à la cuisson des pâtes, mais c'est certain. Mais nonobstant, il faut quand même recadrer les choses. Il y a des interrogations sur des outils. Et on n'applique pas les processus ou les process, on manque de process qu'on applique dans la vie réelle. Et je pense que c'est important de le reprendre de cette façon-là et d'avoir le courage de le dire, parce qu'on, finalement, nous impose, pour différentes raisons qu'on pourra aborder, l'accès à des technologies qui, comme tu l'as dit, ne sont pas nouvelles, mais sont matures à la fois pour les ressources machines et le soft qui va derrière. Mais la réalité, on peut s'interroger, c'est qu'effectivement, on l'a dit, on parle de suite, quand on vous parle de cette mise en ligne à l'usage quasi universel, avec une volonté d'ailleurs d'IA générative universelle, parce que c'est la solution, avec les nouveautés qu'a annoncé OpenAI là très récemment, c'est fascinant. Et il y a un potentiel énorme sur lequel il faut surinvestir, mais immédiatement, la première réflexion qu'on vous dit, c'est qu'il faut de la formation, il faut du sens critique. Moi, j'ai assisté à une réunion, d'ailleurs, où Bertrand, qui est là, était là, où il y a une dame à la fin qui nous dit mais si vous dites tout ce que vous dites, on était plusieurs à intervenir, mais il faudrait qu'à la rentrée scolaire qui arrive, il y ait des formations, même pour les scolaires, pour leur donner du sens critique. C'est une évidence. Une évidence. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait un outil qui soit généralisé à l'usage de tous. On n'est pas dans la liberté d'expression, là. On n'est pas dans la société économique libérale. On est dans un outil qui est en capacité de changer la transformation de la vie des gens, de leur organisation politique, avec tout un tas de répercussions. Et quand on le reprend à l'échelle, et je finis là-dessus, Jérôme, sur l'exemple, moi, ce qui m'a heurté, c'est fondamentalement, je vais le faire de façon grossière, mais c'est pour avancer et pour le temps, on scrape le web, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est Copilot dans la version Office 365. Parce que là, ce n'est pas les données de Wikipédia qui vont prendre, c'est les données des entreprises, c'est les données des collectivités, c'est derrière tout ce qu'il y a derrière vos mots de passe, c'est des trucs. Alors, je vous passe l'ambiguïté du cloud, garantie juridiquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est garantie juridique, on est bien d'accord, on en reste là. Il n'empêche que là, on touche aux données essentielles. Alors, la capacité de la techno à aller chercher, elle est génialissime, parce que ça transforme la donne. Mais on est dans une autre acception de trucs. Et moi, je vous dis très sincèrement, et je vais le faire aussi sous forme de plaisanterie, mais moi, quand j'ai vu Copilot Office 365, 350 millions d'utilisateurs, 300 millions pour Teams, j'ai vu Skynet. Et je le dis comme ça parce qu'à un moment donné, il faut repositionner les choses et reprendre. Nous ne vivons pas dans Second Life, c'est le monde réel, c'est l'organisation humaine, ses aspects démocratiques. Et parallèlement, moi je crée ce que disait Jean-Martin, il faut surinvestir dans la formation, la recherche, les entreprises. Si on parle d'IA éthique, souveraine et responsable, vous l'avez tous dit, je ne vais pas reprendre sur chacun des mots, c'est là où il faut mettre les moyens, parce qu'il y a un changement et un basculement structurel, et évidemment avec des degrés de latence divers. Je peux vous dire que les collectivités ont un plus gros degré de latence que beaucoup d'autres entités, mais il faut prévoir pour l'avenir comment on fait, on anticipe, enfin plutôt maintenant, on accompagne ces changements structurels. Comme disait l'adage aussi, c'est le passé éclaire le présent et le présent doit préparer l'avenir. Et on le voit bien, je ne sais pas si on est dans une nouvelle révolution industrielle, en tout cas d'usage, ça c'est sûr, avec tous les impacts que cela peut entraîner d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue comportemental, d'un point de vue aussi des différents métiers qui vont devoir se réinventer, on n'en a pas parlé. Il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. Est-ce qu'on va trouver un équilibre comme précédemment? J'en suis pas si sûr. Par contre, il va y avoir un nouveau rapport. Peut-être que la valeur humaine, finalement, va être la vraie plus-value humaine qu'ils vont devoir mettre en avant. Moi, je suis assez sensible à tout ce qui est le secteur de la médecine. On voit bien que, oui, il y aura toujours des médecins.
Par contre, c'est sûr qu'avec les nouveaux systèmes d'IA qui apparaissent, ils vont avoir des vraies aides d'outils à la décision. Et donc, du coup, ils vont devoir se réinventer. Peut-être que l'empathie, tout ce qui est l'éthique médicale, l'écoute, le ressenti, va devoir être plus mis en avant parce que leur plus-value commence à se réduire foncièrement. Je donne un exemple. Aux États-Unis, il y a une étude qui est passée il y a quelques mois en disant, voilà, vous êtes devant votre médecin généraliste, vous avez une salle d'attente, vous avez 2 salles d'attente, la A et la B. La A, vous attendez 3 quarts d'heure, une demi-heure, qui est à peu près le quota réel quand vous êtes par rapport à un médecin généraliste humain, on va dire. Vous y rentrez. Et là, vous avez un médecin généraliste de base. Il vous dit, bah voilà, si vous voulez, à 85%, il vous donne le bon diagnostic. Ça dure 15 minutes. Et puis l'explication, elle est escalée avec le temps imparti. Et sinon, vous prenez la salle d'attente B. Et là, vous attendez 5 minutes. Par contre, là, c'est une IA générative ou une IA, un système expert qui vous donne le diagnostic à 95%, c'est le bon diagnostic. Et vous avez un paramédical ou un médecin affrété pour vous expliquer le temps imparti de 10 minutes en plus. Expliquer. À 85%, les gens ils préfèrent la performance et la rapidité. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Je crois que Bertrand, tu voulais compléter la réponse. Oui, encore une fois, d'un point de vue pragmatique, il y a plusieurs choses. Il y a le chat GPT qui a été massivement utilisé, qui est déployé, qui est gratuit avec une version payante. Et là, je pense qu'effectivement, le politique, c'est son rôle que de venir dire comment ça va s'intégrer dans l'éducation, dans une sphère de la vie publique. Okay. Après, l'IA générative, encore une fois, on revient sur la technologie des LLM. C'est une technologie, c'est un outil mis à disposition pour faire des choses. Et donc là, effectivement, qui va s'en emparer ? D'un côté, l'exemple de Mistral est très parlant parce qu'effectivement, il est soutenu. Société française, ils ont annoncé hier justement un modèle avec 7 milliards de connexions neuronales qui est spécifiquement sur la revue de code, pour le coup, plus performant que des modèles à 13 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est moins consommateur en énergie, il est plus performant et donc on va aller quand même, parce qu'il faut le dire, d'un point de vue énergétique, c'est extrêmement consommateur. Maintenant, la question, c'est que qui va s'en emparer ? Les éditeurs américains, les éditeurs chinois. Et donc, c'est un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, pour justement être à la pointe de ça et pour pouvoir impacter sur la scène internationale des questions de règles éthiques, etc. Parce que la question de l'éthique en Chine, aux États-Unis ou en Europe, c'est pas les mêmes. Donc, si on bride l'innovation chez nous, qu'on n'est pas en capacité de s'en emparer, et je ne parle pas de chat GPT ouvert en ligne, je parle vraiment de la technologie de DLLM appliquée à des cas d'usage, etc. Et bien, en fait, on prend du retard. Et là, on parle de quelque chose où si vous prenez du retard à une échelle comme Airbus par rapport à Boeing ou par rapport à un constructeur comme Stellantis avec qui on travaille par rapport à un constructeur chinois, vous perdez des parts de marché, vous êtes moins performant, vous êtes moins rentable, vous avez moins de capacité d'investissement. Donc, en fait, vous êtes en déclassement d'un point de vue purement économique. Donc, la question, c'est, encore une fois, il faut dissocier les choses. Il y a l'action politique par rapport à un cadre général, et après il y a ce qu'offre la technologie dans un univers effectivement d'une collectivité ou d'une organisation. Et là effectivement de comment on fait pour garantir les données. Je reviens encore une fois. Je suis d'accord que vous avez un contrat avec Microsoft pour avoir une instance OpenAI chez vous, c'est une chose, mais vous pouvez très bien dire non, moi c'est des données très très précises comme les bancaires ou les assureurs, et eux évidemment ils vont être on-premise, sur site, non connectés à Internet, avec des LLM open source, avec des cas d'usage qui sont très simples mais qui changent la donne. C'est j'ai de la donnée, je veux faire un rapport. Combien de personnes font des rapports et refont les mêmes rapports 40 fois, 50 fois par an? Ça, c'est quelque chose qui tout de suite va générer dans la vie des gens un impact direct. Comment j'accède à de la connaissance? Je suis effectivement, mettons, un médecin. On pourrait avoir une base globale de l'ensemble des, des notes d'instruction, des modes opératoires, etc., qui est garantie à un certain niveau. Et donc, je vais pouvoir poser la connaissance de dire, tiens, je pense faire comme ça, est-ce que je peux avoir effectivement une réponse? Et là, je ne vais pas taper la base de ChatGPT global, Internet non fiable. Je vais garantir, parce que je sécurise la qualité de la donnée qui est en amont, que la réponse derrière, elle va être fiable. Et donc là, pour le coup, on est sur des choses qui, oui, changent la donne. Et donc, il faut penser la gouvernance, etc., c'est nécessaire, mais l'action est nécessaire aussi, parce que sans action, on prend du retard, et in fine, ça se paye. Geneviève, puis Jean-Martin après. Alors moi, je voudrais faire 2 remarques. La première qui concerne la gouvernance qui vient d'être abordée, qui a été évoquée par Airbus tout à l'heure, ça me semble être fondamental, c'est-à-dire dans les organes de gouvernance, intégrer la réflexion éthique et de responsabilité, tout simplement.
Et le deuxième point, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est qu'avec l'IA en général, les développements IA, on n'a jamais autant parlé d'éthique. L'éthique, c'était un mot qui était un mot grec que personne ne connaissait. Et maintenant, en fait, l'IA, et l'IA générative, évidemment, a posé tellement de questions que l'éthique devient au centre. C'est-à-dire, on prend conscience qu'il faut réfléchir à ce qu'est l'humain. Il faut redonner une vraie dimension à l'humain. Donc ça, je trouve qu'en fait, on parle du développement des technologies et des risques, mais voyons aussi l'aspect très positif qui est cette nouvelle interrogation, cette nouvelle réflexion que l'on a sur le rôle de l'humain et ce qu'est l'humain et ce qu'est l'éthique. Jean-Martin, vous vouliez intervenir ? Oui, de manière extrêmement simple. À chaque échelle, il y a une stratégie LLM qu'il faut développer. Dans une commune, c'est de commencer à former dans l'école ou dans un collège au prompt et à ses risques, mais surtout pas de dire on s'en occupe pas, on n'y va pas. Au niveau d'un département, d'une région, c'est est-ce que j'ai déjà des consultants sur les LLM ou pas? Comment je les soutiens et comment je sors un peu d'argent en commande pour que j'ai 5-10 experts dans un territoire moyen sur les large learning machines. Au niveau d'une région, bien entendu, il y a une grande question. Est-ce que mon plan numérique, ma pilière numérique, si je signe 150 millions d'euros, comme ce qui s'est passé ici à Toulouse hier, combien il y a de millions d'euros sur les LLM? LLM, c'est la machine à vapeur réinventée dans l'IA et qui va transformer l'humanité, qui va transformer les métiers, qui va balayer des centaines de milliers d'emplois d'un côté à l'autre, et qui va nécessiter des humains qui sachent se servir de ces machines à vapeur pour fabriquer des locomotives, des usines et avancer. Au niveau national, donc il faut une stratégie nationale sur les LLM. On a l'avantage, c'est que l'outil France 2030 permet de le faire et qu'on a surtout un écosystème du capital risque français qui en a compris l'enjeu. Sinon, Mistral n'aurait pas fait un tour en quelques mois de 105 millions d'euros. Et heureusement, le ticket d'entrée n'est pas en milliards d'euros. On est dans un ticket d'entrée qui démarre dans ces 100-200 millions d'euros et dans chaque organisation, on peut trouver son projet sur l'IA générative avec son propre budget. L'enjeu mondial, c'est quoi? C'est les francophones. Est-ce que dans tous les systèmes, y compris chinois, le français est une langue utilisée? Et moi-même, j'ai engueulé les gens qui ont travaillé chez Google sur d'autres systèmes sans le français. C'est une absurdité, alors que le français est la première langue en développement dans ce siècle, grâce au dynamisme notamment du continent africain, de commencer avec le coréen et de laisser tomber une des plus grandes langues de l'humanité. Bien entendu, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on en a envie? Ou est-ce qu'on se dit on n'y va pas? Et en tout cas, dans ce que j'ai vu dans quelques-uns des principaux experts, notamment quelqu'un qui s'appelle Stéphane Roder, qui est quelqu'un qui m'accompagne depuis quelques années, avec lequel on a développé beaucoup de choses. En février, il dit il faut une stratégie nationale sur les LLM, on ne l'a pas. Et on n'a rien à lui dire parce qu'on ne l'a pas. Vivatech, on a une stratégie nationale sur les LLM qui apparaît et les financements sont mis en place immédiatement. Donc la France va vite, elle est dans le peloton de tête. Elle était dès le départ dans OpenAI parce que les Français sont très puissants en Californie. Aujourd'hui, une grande question, c'est où est le siège Europe d'OpenAI? C'est à Toulouse? C'est à Montpellier? C'est à Paris? C'est à Berlin? Comment on tire aussi les grands acteurs mondiaux dans les LLM vers une partie du territoire? Et est-ce que c'est la région Occitanie? Est-ce que c'est Saclay? Est-ce que c'est une autre territoire? C'est Nice? Où va être le territoire français qui est en pointe, non seulement dans le domaine de l'éthique, et là vous êtes ici à Toulouse au top niveau national et européen, mais où vont être les acteurs industriels des LLM français dont on a besoin pour que nos lois soient respectées et pas qu'on soit en totale dépendance parce qu'on a un niveau de souveraineté trop faible dans ce nouveau domaine où la machine à vapeur est née cette année, on l'a vu rouler et on a tous pu voir fumer quelque chose grâce à ChatGPT. Donc juste avant de redonner la main à Bertrand ou à Manu, par rapport aux pays francophones, moi ça fait plusieurs fois que je fais des allers-retours au Maroc, notamment dans les pays du Maghreb.
faut savoir que c'est des territoires qui sont ultra dynamiques d'un point de vue de la numérisation et de la formation, notamment. Alors, ils forment beaucoup en France ou au Québec, au Canada. Et presque maintenant, un étudiant sur 2 qui sont dans les formations supérieures sont dans des formations qui sont en lien direct avec le digital. Donc c'est quand même un territoire, quand je m'inscris aussi dans ton sens, quand tu disais, voilà, il ne faut pas sous-estimer le volumétrie de la langue finalement francophone, etc. Parce que c'est vrai que là, il y a un vrai dynamisme et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Peut-être Manu, tu voulais rebondir dessus? Oui, juste rebondir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Moi j'aime bien le concept, on peut pas on va avoir du retard si on n'innove pas. C'est pas une raison en fait, ça n'existe pas, c'est un argument de rhétorique qui n'existe pas. Moi, quand on interdit ChatGPT, d'un autre côté, avec la collectivité, avec les entreprises, avec les chercheurs, on me demande d'aller plus loin encore, et je souscris à tout ce qu'a dit Jean-Martin, justement dans l'expérimentation, dans la recherche, quand on parle de mots, mais c'est pas que des mots, le sens de éthique, responsable et souveraine, c'est plus loin, c'est surinvestir sur ces sujets, mais il n'y a pas à prendre du retard. Moi, je vais vous citer un exemple, surtout sur cette histoire de ChatGPT, nous on l'a interdit juste avant que l'Italie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ait la CNIL italienne. C'est marrant, certains ont écrit, alors je vous rassure, ils étaient ultra minoritaires et c'était pas crédible. Ils rentrent, vous entendez, l'Italie, l'innovation, elle va être coupée d'Internet. Donc vous savez que l'Italie a été coupée d'Internet pendant 3 semaines. Vous êtes au courant? Ils ont arrêté Internet parce qu'ils étaient contre l'innovation. En fait, ça marche pas comme ça. Personne n'est contre, et surtout pas un territoire comme Montpellier, l'innovation. Au contraire, non seulement on veut la soutenir, l'impulser et demander d'aller plus loin, mais c'est des dimensions et c'est de donner du sens. Et effectivement, tu avais raison de le dire, quand on est politique, on doit avoir un rôle. Le rôle, c'est un rôle de cadrage et de repère. Parce qu'on se retrouve dans une situation, vous le disiez tout à l'heure, il y a une défiance vis-à-vis de ces technologies. Moi, je la regrette, la défiance. Parce que, justement, il faut la surmonter, mais il faut la surmonter et l'encadrer. Et le discours, ça ne peut pas être « Sainte Union européenne, priez pour nous uniquement, la réglementation va arriver, elle va nous sauver ». Ça ne peut pas être ça. Et ça ne va pas être non plus de dire « Entreprise, laissez-nous faire absolument tout ce qu'on veut », d'une certaine façon. Donc, c'est pas le message. Non, mais je préfère le préciser parce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Moi, je dis toujours, nous souhaitons être à Montpellier un territoire qui agit, mais aussi un territoire qui réfléchit. Parce que les entreprises, et quand on fait un appel, dans le cadre de l'appel du gouvernement et dans ce qu'a annoncé Emmanuel Macron à Vivatech, le projet IA Cluster dans le cadre de France 2030, qui est porté par l'université avec tout l'écosystème des entreprises et toutes les collectivités de Montpellier et de la région Occitanie, à un moment donné, le message qu'on dit, c'est des alternatives à Google, à Amazon, pour le déploiement d'environnements qui n'existent pas aujourd'hui en France, parce que OVH ne le fait pas encore aujourd'hui, parce que Xavier Niel fait des effets d'annonce et a acheté des barrettes chez Nvidia, mais pour l'instant, il faut le faire encore. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, ces solutions. Bien, nous, on dit, on a un supercalculateur, le premier supercalculateur français au niveau montpelliérain, il se trouve qu'il est à Montpellier, à côté de Saclay de Grenoble, mais utilisons les machines, nos ressources machines, nos compétences pour le faire. Immédiatement après avoir interdit GPT, vous savez ce qu'on a fait? On a travaillé avec une boîte qui s'appelle Inetu, on a pris les serveurs de l'université, on a installé un démonstrateur avec une IA open source. Donc voilà, on réfléchit et on agit. Et surtout, on surinvestit. Et moi, j'attendrai aussi de l'État et du gouvernement, mais qu'ils investissent beaucoup plus massivement dans la recherche. Et qu'on passe un cap, parce qu'il faut aller là. Mais il n'y a pas du tout c'est pour ça que je faisais la précision, parce que agir, ça n'empêche pas de réfléchir, parce que c'est ce qui fera le cadre de l'innovation de demain. Non, mais tout à fait. Pardon, juste pour dire, si je résume un peu l'approche ou le point de vue au niveau de Montpellier, c'est se dire, si on reprend les propos de Léonard de Vinci, c'est faire pour penser et penser pour faire. Et c'est exactement ça. Tu voulais effectivement, les deux sont essentiels. Enfin, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir et il faut tout ouvrir et on n'est pas dans un libéralisme complètement de lâcher prise, etc. Encore une fois, il y a un cadre. Il y a d'un côté, effectivement, ChatGPT, qui est une solution externe, la donnée part où n'importe où. Il y a des cas où, effectivement, ça ment, ça se trompe, c'est pas fiable. Et donc, effectivement, il faut l'encadrer. Et à l'usage de tout le monde, je suis d'accord. Après, il y a la question de dire il faut des LLM. Les LLM, effectivement, on va fournir des bases de données, on va apprendre finalement à ces modèles, à des algorithmes, de traiter l'information d'une certaine manière dans l'optique d'être bon sur tel ou tel sujet. Bon, et là, effectivement, on a des LLM qui sont propriétaires et des LLM open source. Donc il faut défendre, via la recherche, via des sociétés privées qui sont soutenues, d'avoir des LLM qui sont français, parce que la problématique, c'est ce sur quoi on entraîne le LLM. Donc il y a aussi une boîte noire de la data qui est utilisée par ces LLM pour se nourrir, en fait. Et là, effectivement, on peut toucher à d'où vient cette data. Et effectivement, si c'est de la data qui est propriétaire, enfin, si on est sur un LLM propriétaire, on ne sait pas du tout comment c'est fait. Ce qui lève aussi des questions de propriété intellectuelle, de data, etc. Donc, si on est avec des gens qui sont soutenus, qui arrivent à faire des modèles qui sont performants,
qui sont à la pointe de la technologie, qui sont meilleurs que les autres, qui sont peut-être avec des modèles plus faibles énergétiquement parlant, avec des niveaux de performance meilleurs, à ce moment-là, effectivement, il faut le soutenir. Mais un LLM en tant que tel, c'est pas suffisant. Et moi, là où je reviens, parce que j'interviens dans le monde du monde professionnel, qui sont les gens qui s'emparent et qui déploient? Ce sont des ESN internationales, ce sont IBM, c'est Microsoft, c'est Google, c'est AWS. Il n'y a pas d'éditeur aujourd'hui français qui aujourd'hui intègre et déploie massivement dans des entreprises françaises. Donc la captation de valeur et les risques, elle ne se fait pas que sur la question du modèle du LLM. Elle se fait par rapport à la génération de valeur dans les entreprises. Où va cet argent? Si je paye à IBM des montagnes d'argent pour des choses, l'argent part. Et donc, à un moment donné, la richesse d'un pays, elle se fait effectivement aussi sur les fournisseurs de technologies qui eux-mêmes s'appuient sur des LLM. Mistral sera utilisé par IBM. Est-ce qu'on a aujourd'hui des sociétés françaises qui permettent un déploiement sécurisé, avec des datas sécurisées, avec des modèles où on sait comment ils sont entraînés, open source sécurisé, et pour le passer à l'échelle, pour faire en sorte que nos entreprises soient performantes et que plutôt que de donner de l'argent à Pierre-Paul Jacques dans des entreprises à l'étranger, elles le donnent à un écosystème français et qui, du coup, si on est fort sur la question de la mise en œuvre, on sera fort sur la capacité à impacter les choix d'éthique, de gouvernance, etc., au niveau global. C'est ça que je dis. Donc, Geneviève, vous vouliez rebondir dessus, notamment, je pense, avec votre casquette de Digital Ethics Officer aussi au sein de la SNCF. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, oui, en 2 minutes maximum, pour que les autres puissent parler aussi. Oui, en 2 minutes. Donc, je voulais juste rebondir sur la réglementation européenne et dire que ce que fait la Commission, quand même, c'est d'abord vouloir développer les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la souveraineté. C'est très important. Et que leur réglementation, c'est une réglementation fondée sur les risques. Donc en fait, il y aura quand même très peu d'IA qui feront l'objet vraiment de contraintes réglementaires. Donc il faut juste l'avoir en tête. Il y a une vision quand même pragmatique par l'Union européenne. Oui, sur ce qu'on fait nous au sein de la direction de l'éthique de la SNCF, c'est on accompagne les projets les plus structurants, on les accompagne au plan éthique, c'est-à-dire by design, dès leur conception. Et je vais juste donner un exemple. En ce moment, on réfléchit à utiliser la vidéo intelligente dans les trains pour mieux analyser leur fréquentation. Et là, on a toutes des problématiques de données personnelles, de surveillance, de profilage des personnes qu'on a identifiées. Et du coup, on a décidé de développer une technologie qui permet de masquer complètement, de flouter complètement le visage, le corps, la silhouette. Et donc qui nous permettra d'avoir des données, mais pas du tout des données concernant les personnes elles-mêmes, mais plutôt sur les bagages, les valises, les vélos, les sièges pour les personnes handicapées, voilà, les planches à voile, etc. Ce qui nous permet quand même de savoir les besoins de nos clients et ensuite de bien dimensionner notre offre, notre matériel, les équipements en gare. Donc vous voyez que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre réflexion éthique structure ensuite le développement technologique qui est fait. Merci. Antea, peut-être avec ton expérience avec l'association Equitia qui aide notamment les entreprises à bien incorporer leurs solutions d'IA ou projets digitaux, si tu avais des recommandations, des préconisations éthiques que tu leur transmets au fur et à mesure d'un projet? Oui, parce que là, on a beaucoup parlé d'IA, on a un peu moins parlé de données. Et donc, c'est vrai que Catherine Gestin l'a dit ce matin, mais c'est très important en fait, d'identifier et d'appliquer les bonnes pratiques aux différentes étapes du cycle de vie des données pour s'assurer qu'elles puissent permettre de faire des analyses de qualité par la suite. Et donc, par exemple, ce qui est très important quand on va collecter ou créer des données, c'est d'identifier les besoins précis auxquels elles sont censées répondre. Comme ça permet de les documenter. Donc, de préciser dans des métadonnées justement pour quel objectif elles ont été produites, collectées, qui l'a fait, à quelle fréquence elles sont mises à jour. Et ça, ensuite, ça permet en interne de pouvoir de faire en sorte qu'elles puissent être réutilisées. Et aussi à l'égard de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans la stratégie européenne en matière de données. C'est le fait de favoriser la libre circulation de ces données, de faire en sorte qu'elles puissent être réutilisées par différents types d'acteurs. Et ça, c'est bien aussi de l'avoir en tête quand on collecte de la donnée ou quand on la crée.
de faciliter en fait leur réutilisation dans d'autres cas d'usage et voilà. Et il y a aussi une dimension que je trouvais intéressante dans le règlement européen sur la gouvernance des données, donc qui est entré en application là le 24 septembre, je crois, donc c'est assez récent. Et en termes éthiques, du coup, ce qui est intéressant, qui est mis en avant, c'est le fait qu'on peut maintenant faire des dons de données auprès d'organisations altruistes et qui sont à but non lucratif et qui poursuivent des missions d'intérêt général. Et donc, voilà, faciliter aussi la réutilisation gratuitement. Peut-être, Jean-Martin, une dernière question, comme on a la chance d'avoir un préfet de région autour de la table. Par rapport à vous avez des recommandations par rapport à l'intégration des IA au sein du ministère de l'Intérieur, d'Outre-mer et en France. Comment ça se passe en vraiment 1 minute? J'aimerais, parce que pour garder le timing, après que chacun ait un mot de fin en une phrase, leur message clé à retenir pour tout le monde. En 1 minute, c'est 2015, le décollage de l'intelligence artificielle par la création de Data Lab. Donc on part dès le départ dans les données. Aujourd'hui, on a à peu près l'équivalent de 8 Data Labs, mais c'est tout petit. En tout, ça représente une 60aine d'experts de l'intelligence artificielle. Une force est très en avance, c'est la gendarmerie nationale, en partie parce qu'elle est alimentée par des généraux polytechniciens qui poussent des expérimentations. 90% de ça est au service de projets très, très élémentaires, sécurité routière, sécurité. Et puis on respecte de manière extrêmement précise les contraintes qui existent dans le domaine de la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, qui sont le sujet le plus sensible. Ensuite, c'est du NLP, c'est des systèmes prédictifs sur lesquels on a 7-8 systèmes prédictifs, quarantaine de projets de NLP, beaucoup de POC avec les universités et surtout un respect total des AIPD, donc de l'analyse d'impact sur les données personnelles, qui est une grande force de notre législation française, qui nous oblige à aller un tout petit peu plus lentement, mais qui est excellente pour savoir ce qu'on fait des données, qui s'en occupe, quels sont les impacts. Et dernier mot, c'est une grande période, puisqu'on a une loi olympique qui est très très bien faite, qui va permettre dans les 2 années qui viennent de booster encore la recherche, les tests sur les Jeux olympiques. Et tout ça commence à profiter aussi fortement à la SNCF, et tous les services publics sont ensemble. Et nous travaillons aussi très fortement avec les collectivités territoriales, puisque, comme vous le savez, c'est le secteur le plus proche du citoyen dans beaucoup de domaines, et il faut mettre au service des administrations, des fonctionnaires, une intelligence artificielle éthique, responsable, puissante, qui facilite leur travail. Merci. Donc, il nous reste 1 minute pour garder le temps. Juste en quelques secondes, le message clé que vous voulez faire passer. Geneviève, commencez. En quelques secondes, donc je pense qu'en fait, développer les cas d'usage, c'est essentiel pour nous en termes de compétitivité. C'est extrêmement important. Mais tant au sein des collectivités qu'au sein des entreprises, qu'au sein des écoles, des universités, il ne faut pas foncer la tête baissée, il faut s'interroger, réfléchir et poser des questions éthiques, voir les enjeux d'éthique. Voilà. Merci. Manu? Mais moi, je dirais en quelques mots qu'il faut tester, investir, former et rassurer. Et tout ça, ça va ensemble, et c'est un spectre très large sur lequel il ne faut pas hésiter à voir. Et très pragmatique. Et puis surtout, il faut associer les chercheurs, ils sont exceptionnels et on a des formidables choses qui sont faites. Il faut associer les entreprises avec des R&D qui sont exceptionnels sur tout un tas de cas d'usage pour le coup et de façon générale. Et puis il faut associer, c'est le sens de la démarche de Montpellier, les citoyens. Parce qu'au final, on fait ça pour eux. Et si on veut les rassurer, si on veut mettre des cadres, il faut aussi à un moment donné les associer. Parce qu'une question qui va se poser, et moi je vous remercie de l'avoir dit tout à l'heure, c'est la place de l'humain dans ces questions-là. On a inventé la machine pour qu'elle fasse mieux, certes, mais il faut le faire avec. Et tout ça, il faut trouver à réguler le faire avec des repères. Antea, en quelques secondes. Oui, mais je pense que oui, c'est très important de se partager les bonnes pratiques entre différentes organisations, donc que ce soit public, privé, la recherche, et justement trouver des méthodes et des outils qui permettent d'appliquer concrètement des principes éthiques. Que ce ne soit pas qu'un effet d'annonce, mais que ça soit associé à des actions. C'est ça. Merci. Bertrand? Moi, je vais parler pour ma paroisse, donc plutôt pour les entreprises. Mais effectivement, aujourd'hui, s'il n'y a pas de gouvernance de la donnée claire, il n'y aura pas de qualité derrière. Mais aujourd'hui, il est possible de déployer de manière sécurisée
propre, des parcs de données spécifiques d'une équipe ou d'une entité d'une BU, et de le mettre à disposition de gens, de discuter avec la donnée de manière, encore une fois, sécurisée, propre, pour aller générer de la valeur. Et ça, c'est des choses qui sont capables d'être mises en œuvre et à l'échelle dans des organisations en quelques semaines avec des sociétés françaises, et ça reste français. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre. Donc voilà, on peut y aller, et je laisse aux politiques le soin de réglementer la partie publique. Mais côté entreprise, effectivement, on n'a pas besoin de réinventer la roue dans des projets complexes. On peut être pragmatique sur des cas d'usage simples et d'apporter de la valeur simplement, durablement à des entreprises avec les technologies qui existent aujourd'hui. Merci. Jean-Martin, en quelques secondes. Ah, c'est bon? Merci. Pas de mots? D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas, et je laisse la main aux autres.